première chose, je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire d'État. Je suis même agent du ministère des Finances. Qu'est-ce qu'il fait dans une conférence agile? Bonne question. Quand je ne fais pas du ministériat des Finances, j'essaye de changer ma boîte, ma société, au sens large, de l'intérieur. Donc c'est ce que j'appelle workhackiste. Donc je suis un workhackiste public depuis à peu près 20 ans. Et depuis une quinzaine d'années, j'étais manager dans l'IT, formateur agile, formateur sur comment transformer des réunions en workshop. Et puis, depuis 2 ans, je suis formateur en design thinking, dont je vais vous dire du mal d'ici quelques minutes. Je suis aussi kanbaniste, je ne sais pas si le terme existe, mais en tout cas voilà, convaincu et militant. Et puis, j'organise des BBL et des meet-up. Si certains ont des idées et des choses à faire passer, n'hésitez pas à venir m'en parler après. Voilà, je suis aussi organisateur de 2 conférences dont je ne parlerai pas ici. Voilà, même si nous ne sommes pas en concurrence. Donc, depuis une quinzaine d'années, je suis manager IT. Et puis, au début d'année, je me suis dit une idée un petit peu bizarre. Et si je reprenais un projet ? Alors, l'idée un petit peu bizarre de sortir de ce confort du manager pour remettre les mains dans le cambouis. Est-ce qu'il y a des managers dans la salle? Ah oui, ah ouais. Les autres, vous faites quoi? Sans indiscrétion. Est-ce qu'il y a des coachs agiles? Ah oui, quand même. Et les autres, du coup, en gros? Développeur. Excellent. Scrum Master, il y a d'autres Scrum Masters dans la salle? Pas mal. Est-ce qu'il y en a qui connaissent absolument rien à l'agilité? Si, ça peut arriver. Bon. Voilà, donc du coup, quand j'ai fait le passage de manager à responsable d'un projet, il y a eu 3 conséquences directes. La première, c'est qu'il a fallu que je bosse, parce que j'avais plus personne à qui déléguer le travail. La deuxième, c'est que j'ai enfin pu dire du mal du secteur IT, puisque j'en faisais plus partie. Et la troisième, je me suis dit, c'est le moment d'expérimenter, de faire rentrer des nouvelles idées, des nouvelles méthodes dans mon organisation. Hop. Et quel projet ai-je pris? La refonte des intranets de mon organisation. Donc mon organisation, c'est l'INSEE, 5000 agents, 60 intranets. Déjà, le ratio est intéressant. Organisé, bien entendu, en silo métier. De la forte redondance d'informations, bien entendu. 15 000 pages, donc 3 fois plus que d'agents. La plupart, quand je dis certaines en double, je pense que c'est la plupart en double. Et ça va des règles RH au menu de la cantine, bien entendu, jusqu'aux notes méthodologiques les plus précieuses, parce qu'on fait un petit peu de statistiques quand même entre 2 repas. Et bien entendu, une logique complètement orientée producteur. C'est-à-dire, j'ai une information, je la mets sur l'intranet, même si ça n'intéresse absolument personne. Du coup, l'objectif, comment en faire un outil centré utilisateur? Je me suis posé la question, donc j'ai pris officiellement mes fonctions au 1er septembre, donc c'est assez récent. Mais du coup, j'ai un petit peu réfléchi avant d'attaquer, et je suis tombé sur un article assez intéressant qui disait, voilà, l'agilité, ça sert à bien construire nos produits. Par contre, l'agilité, à aucun moment, ne vous dit ce qu'est le bon produit. Et pour ça, vous avez besoin du design, notamment du design thinking, qui est une méthode qui a fait ses preuves, du fait de son âge notamment. Mais si vous voulez construire le bon produit dans votre environnement, c'est là que vous avez besoin du circular design. Donc, et ça, c'est nouveau. Ça, c'est une idée plutôt nouvelle. Donc, si c'est nouveau, ça vaut peut-être le coup de se poser, de regarder un petit peu ce que ça veut dire et en quoi ça peut être intéressant. Du coup, l'intervention que je vous propose, ça va être un petit peu en 3 chapitres de longueur diverses. La première, c'est comment on en est arrivé là. Comment ils en sont arrivés à proposer le circular design et qui l'a fait. Sérieusement, 24 méthodes au lieu d'une seule. Oui, sérieusement, 24 méthodes au lieu d'une seule. Et puis surtout, voilà, en sortant d'ici, quelles sont les idées que vous pouvez expérimenter chez vous,
qu'est-ce que vous pouvez ramener et qu'est-ce que vous pouvez expérimenter demain. Donc, comme dans toute bonne démarche agile, on va commencer par pourquoi. Il n'y a pas si longtemps, allez voir les utilisateurs finaux. C'était sale. Franchement. Pourquoi aller voir les utilisateurs finaux? Je dis il n'y a pas si longtemps parce que sincèrement, chez moi, tous les responsables de projet, y compris les Scrum Masters, ne sont pas convaincus de ça. Or, pour moi, voilà, ça vous pouvez le ramener chez vous si vous voulez, mais un pot conçu en chambre, ça ne peut être qu'un pot de chambre. Alors vous avez la version plus propre et moins caca pipi, qui dit qu'il n'y a aucun fait si vous restez à votre bureau. Il n'y a rien sur lequel vous pouvez appuyer votre réflexion. Et donc, le meilleur conseil que peut donner Steve Blank, c'est sortez de vos bureaux. Ça, c'est une démarche qui n'est pas nouvelle, loin de là. Il y a une société qui s'appelle IDEO, un idéal, des idéaux, tout ça, qui, dès les années 80, a dit bah voilà, le design, ça peut vous servir à ça peut vous servir de vous appuyer sur des problèmes. Normalement, les problèmes, on essaye de pas trop y penser. Bah si, appuyez-vous sur vos problèmes, parce que les opportunités sont derrière. Du coup, il y a deux frères qui font partie de cette société, faisaient partie de cette société peut-être, qui s'appellent David et Tom Keeley, qui ont inventé un peu le terme de design thinking, et qui ont dit, bah voilà, le design thinking, ça s'appuie sur l'empathie. Là, on est à peu près au milieu des années 80, début des années 90. Et ils ont prouvé leurs assertions en créant deux choses. Oui, non. Certains... Enfin, donc, alors, ils ont créé deux choses. La première chose, dans le coin, c'est la première souris par Apple. Ils se sont servis de leur méthode de design thinking pour créer la première souris Apple. Et la deuxième chose, peut-être certains d'entre vous s'en rappellent, c'est le Palm V qu'ils ont contribué à créer. Donc le Palm V, pour les plus jeunes, c'est comme un smartphone, mais sans le phone, et à peine smart. Mais à l'époque, on trouvait ça super. Pardon, les anciens trouvaient ça super. Voilà. Si vous cherchez un petit peu sur les conférences TED, si vous allez sur les conférences TED, et il faut aller sur les conférences TED parce que c'est une source vraiment très intéressante d'informations, vous verrez que justement un des deux frères a fait une conférence sur le design centré sur l'humain. Et on est bien là. On est bien sur le design centré sur l'humain. Donc là, on est en 2002. Donc déjà, plus de 10 ans après. Jusqu'à la formalisation, à peu près dans ces années-là, voire un tout petit peu plus tard, de la théorie du design thinking et la transformation en méthode. Alors, on peut passer du temps à se demander si méthode et design thinking, est-ce que c'est pas contradictoire? Et probablement un peu. Est-ce qu'on peut avoir une méthode de création? Ou est-ce que la création, c'est un acte qui ne dépend pas d'une méthode? Bon. En tout cas, cette méthode existe à peu près depuis ces années-là. Et depuis 2015, quasiment toutes les sociétés, y compris les administrations, font des expériences, voire généralisent le design thinking. Ça fait à peu près depuis cette période-là que, si on regarde un peu sur les articles sur LinkedIn, tiens, voilà, nous venons de lancer notre démarche design thinking, machin, tout ça. Donc je devrais me transformer en coach design thinking et je pourrais quitter l'administration. Ceci dit, tous les utilisateurs avancés du design thinking sont conscients de deux problèmes. Le premier problème, c'est que c'est fondamentalement une démarche en cascade, le design thinking. Il y en a qui connaissent le design thinking ou pas? Oui, qui connaît? Ouais, pas si mal. Donc le design thinking, c'est une démarche en cascade où on va enchaîner les étapes les unes après les autres, de l'idée, du début d'idée, enfin surtout, on va aller écouter les utilisateurs, ne surtout pas leur demander de quoi ils ont besoin, mais comprendre ce qu'ils vivent, jusqu'au produit fini. Donc c'est une démarche en cascade. Et dans l'agilité, la cascade ou waterfall en anglais, on n'aime pas. Le deuxième problème, c'est ce côté R à Z, remise à zéro. Quand un designer arrive,
il voit la situation à peu près comme ça, peut-être un poil moins romantique. Du coup, il fait ça. Et quand il repart, il a ça. On efface tout et on recommence. On écoute l'utilisateur, mais on ne reprend rien de l'existant. Dans la démarche du design thinking, ce n'est pas prévu. C'est normal. C'est une démarche, encore une fois, qui a été créée dans les années 80. Années 80, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est une période où, globalement, tout était à disposition. On était riche, enfin voilà, on pouvait gâcher les barbapapas, utiliser du plastique, ne savoir qu'en faire. Aujourd'hui, si vous reprenez les vieux dessins animés des barbapapas, moi ça m'a frappé. Aujourd'hui, les barbapapas fans de l'écologie qui utilisent du plastique, non. En tout cas, voilà, la promesse de vente du design thinking, c'est on crée un nouveau produit à partir de rien, dans une démarche par étapes, dans une démarche en cascade. Sauf que, donc c'est une méthode des années 80, 90, et le monde a changé. Le monde a changé parce que, du coup, on veut de plus en plus... on ne peut plus tout jeter à chaque fois, on veut de la réutilisation, on est sensible à l'environnement, on est sensible à éviter le gâchis, chose qui n'est pas du tout dans la réflexion du design thinking. Du coup, le design doit devenir à son tour éco-responsable. Très intéressant, enfin, on était plusieurs à être un peu gênés quand nous utilisions la démarche du design thinking dans ces années-là, parce que, voilà, j'ai un existant, quoi. Si je refonds l'intranet, je ne vais pas tout jeter. Sinon, je vais être jeté. Moi aussi. Et je ne suis pas recyclable. Si, effectivement. C'est une bonne remarque. Voilà. Et soudain, en février 2017, IDEO, la société qui a créé le design thinking, donne une communication extrêmement brève pour dire, voilà, le futur du design est circulaire. Et oui, le futur du design est circulaire. Du coup, le circular design, c'est quoi? C'est un design qui tient compte de l'environnement, qui réutilise, qui recycle, qui transforme, et qui surtout a une vision globale de notre produit, de votre produit, dans son environnement. Donc c'est une démarche systémique. Photo, c'est bon? Ouais. 24 méthodes chrono. Donc le circular design, c'est deux choses. C'est un site dédié qui s'appelle Circular Design Guide, ce qui tombe assez bien. Et puis, c'est surtout 4 phases de 6 méthodes, ce qui fait bien 24. Donc ça a été créé par IDEO, la société qui a créé le design thinking, et une fondation, Ellen MacArthur, qui est spécialisée aussi dans ces sujets-là. Sur le site web, vous trouverez tout. Alors que le site web soit plutôt bien fait, pour les gens qui ont créé le design thinking, c'est quand même la moindre des choses. Mais le site est quand même très bien fait. Bon, il faut parler un peu anglais. Mais vous y trouverez toute la méthode, des vidéos, des exemples, et même un guide pour débuter. Donc vous êtes extrêmement accompagné sur cette démarche-là. Et vous avez 4 phases. Comprendre, définir, créer, construire, et surtout c'est en cycle. Ça ressemble un peu à la route d'Hemming. On est dans cette démarche-là, que c'est pas fini, que le jour où le produit arrive sur le marché, c'est pas fini pour autant. On peut repartir sur de la réflexion. Et ça, c'est agile. La première phase, c'est comprendre. Donc 6 méthodes que nous allons détailler juste après. Donc l'objectif de cette phase, c'est d'explorer les différentes solutions de l'approche circulaire, de trouver celle qui vous correspond et surtout de changer de mindset, d'état d'esprit pour se dire, voilà, un produit, c'est plus un début, un milieu et une fin, mais justement, ça vit dans un environnement, il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après, et tout ça, c'est un cycle, comme moi, finalement, puisque je suis recyclable. Donc la première méthode, c'est bien comprendre le flux circulaire. Donc là, c'est vraiment la théorie
qui est présenté dans cette méthode de manière progressive. Donc voilà ce que je disais, hein, c'est plus un cycle de vie standard, ça n'existe plus aujourd'hui, hein, ce cycle de vie standard, il faut bien en être conscient. Donc du coup, quand tout ou partie d'un produit n'est plus utilisé, il retourne dans un nouveau cycle. Voilà, du coup, j'ai regardé un peu les petits cadeaux qui étaient offerts aux sponsors. Et alors, j'ai rien contre Renault Digital, parce que j'ai tout pour Renault Digital, pardon. Mais j'ai reçu ce petit goodies, dont je ne sais pour l'instant franchement pas quoi faire, parce que je n'ai pas compris à quoi ça servait. Mais en tout cas, voilà. Donc j'imagine que ce produit, il vient de quelque part. Et puis après, je vous confirme qu'il ira quelque part. Du coup, ce qu'on souhaite, c'est que ce quelque part avant et ce quelque part après, il soit éco-responsable. Et si dans la conception du produit, j'ai réfléchi à ça, c'est quand même un sacré argument de vente. La deuxième méthode, c'est la pensée régénérative. Comment mon processus recrée, régénère, revitalise ses propres sources d'énergie et de matériaux en créant des systèmes durables et en harmonie. Est-ce que je peux dire, si vous n'en avez plus besoin, rapporter ça à Renault Digital pour qu'il le recycle, voire qu'il le redistribue? Voilà une bonne idée. L'idée suivante, la méthode suivante, c'est la bascule de service. Ça, c'est très à la mode. Passer d'une logique d'hébergement interne à une logique, par exemple, les software as a service, donc vraiment l'externalisation des choses. Est-ce que je peux passer d'une logique de produit à une logique de service? Ça, c'est une façon de faire des économies. L'autopsie du produit. Est-ce que je connais bien mon produit? Est-ce que j'ai ouvert le capot avant de me dire, tiens, je vais tout changer? Est-ce qu'il n'y a pas des parties, que je pourrais garder? Est-ce que c'est rentable de les garder? Ou est-ce que je ne vais pas dépenser plus d'énergie à essayer de conserver l'existant plutôt qu'à le réécrire? Ça, c'est une problématique justement que les développeurs ont souvent. Est-ce qu'il vaut mieux réutiliser du code ou le réécrire? Bon, s'inspirer du digital, notamment des méthodes agiles, je suis plutôt pour. Apprendre de la nature. Aller observer la nature, voir ce qu'elle peut nous apprendre. Ça, c'est intéressant. On le fait probablement pas assez. Déjà parce qu'on se dit qu'on est forcément beaucoup plus intelligent que la nature. Mais donc sur cette phase-là, il y a un certain nombre d'idées qui m'intéressent, moi, pour ce que je commence à faire. Penser réutilisation des données, réutilisation des composants, évidemment. Je ne vais pas tout jeter. Voilà. Je l'ai annoncé déjà, je ne vais pas tout jeter. Je vais autopsier mon produit, bien entendu. Donc je vais me servir de la méthode pour autopsier mon produit. Est-ce qu'un intranet as a service, ça a un sens? Peut-être. Peut-être qu'il faut que je me demande si ce que je veux créer, c'est vraiment un produit ou c'est simplement un service où j'utiliserai un produit extérieur. Pourquoi pas? Et puis le biomimétisme viral. Un intranet, comme beaucoup de produits, ça marche par le bouche à oreille. Sauf à avoir des utilisateurs contraints. L'application de gestion des congés a cette chance-là, c'est qu'a priori, les gens sont un peu obligés de l'utiliser s'ils veulent poser leur congé. L'intranet, surtout si on veut s'en servir comme outil de communication, ça ne marche pas comme ça. On n'a pas d'utilisateurs contraints. Du coup, comment on les convainc d'utiliser nos services? Et là, la notion de viralité a un vrai sens. Et il y a toute une littérature extrêmement intéressante là-dessus qui dit que voilà, il faut des relais, il faut des gens qui sont capables de porter l'information, des innovateurs, des gens qui ont envie d'essayer les nouveaux trucs, et c'est sur ceux-là qu'il faut s'appuyer pour faire pénétrer de nouvelles idées. La deuxième phase, la phase de définition. L'objectif de cette phase, c'est se fixer des objectifs. À la différence du design thinking, le circular design ne parle pas de vision. Dans le design thinking, on construisait une vision. Là, on n'a pas de vision. Par contre, on a un challenge. Et ça, c'est intéressant. C'est quoi votre défi? Vous créez un nouveau produit. C'est quoi votre défi? Est-ce que vous êtes capable de le définir en un mot? Alors, sincèrement,
Définir une vision, c'est pas toujours facile. Définir un défi, c'est peut-être un peu plus simple, finalement. Parce qu'un défi, il est relatif à un existant. Tandis qu'une vision, elle est from scratch, quelque part. Trouver des opportunités circulaires. Ce que ça dit ici, c'est que tout petit pas compte. On n'est pas obligé de remettre à plat toute l'organisation, toute la fabrication du produit, mais même une première expérimentation sur une petite partie du produit, c'est déjà un bon début. À l'intérieur de ce produit, ils vont croire que je leur en veux. Enfin, confirmez-le, je ne leur en veux pas du tout. À l'intérieur de ce produit, il y a une petite carte. Peut-être qu'on peut commencer par cette carte avant de raisonner sur l'ensemble du produit. Très intéressant aussi, construire des équipes. Si vous construisez vos équipes à votre image, ça ne sert absolument à rien, sauf à démultiplier un tout petit peu vos forces, mais moins que vous pensez. Donc il faut construire les équipes les plus improbables possibles. Et cette méthode vous explique justement quels sont les différents types de personnalités, de façon de raisonner, sur lesquels vous appuyez pour que votre équipe soit la plus complète possible, en définitive. Partie prenante circulaire. Donc partie prenante, normalement en agilité, ça dit quelque chose. La notion de circularité, c'est aussi que on va tenir compte des autres systèmes qui sont autour. Pas forcément que des utilisateurs, pas forcément que des clients, mais bien de l'ensemble, y compris de nos fournisseurs. Y compris de nos fournisseurs. Bon, business model circulaire, je pense que c'est à peu près compréhensible, enfin, surtout pour les gens qui, comme moi, ne sont pas dans l'administration. Parce que nous, c'est une problématique qu'on a vraiment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a rien à vendre et qu'on rend un service public, c'est quoi un business model ? La promesse de marque. Aujourd'hui, vous le savez probablement bien mieux que moi, on n'achète pas vraiment des produits, on achète un message. Franchement, Nespresso, je ne suis pas à l'aveugle. Je ne suis pas certain que ça soit un meilleur café que les autres. Par contre, prendre le café avec... ça, c'est quand même plutôt sympa. Donc, qu'est-ce qui vous rend unique ? Qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de vous connaître, de venir vous voir ? Moi, il y a des sociétés parmi les sponsors que j'aime beaucoup. Je ne dirai pas lesquelles. Mais parce que je partage un certain nombre de leurs valeurs. Et je sais que si je vais discuter avec eux, déjà, la première chose qu'ils feront, c'est pas essayer de me vendre un truc. Ça, c'est plutôt déjà une bonne idée, parce que sinon, ça va m'énerver. Mais voilà, je sais que ces gens-là, ils partagent mes valeurs. Et ils le disent. Et donc, du coup, je peux aller leur demander conseil. Et peut-être que, du coup, j'achèterai un truc chez eux. On a eu une discussion à table hier sur est-ce que les commerciaux servent encore à quelque chose. Il y a des commerciaux dans la salle ? Non, bon, c'est bon. Est-ce que dans ce monde agile, est-ce que les commerciaux ne sont pas plus une plaie que... Enfin bon. Pardon ? Bon, il y aura du temps pour les échanges après, avec un peu de chance. Donc, pourquoi ça m'intéresse ? Parce que je me suis fixé un challenge. Et ce challenge, c'est quoi ? C'est toute information accessible en 3 clics. Aujourd'hui, c'est plutôt une dizaine de clics quand même pour aller vers la majorité des informations. Donc réutiliser l'information, ne pas la recréer, 60 sites. Donc il va falloir que je simplifie tout ça. Et puis surtout que si vous êtes créateur d'une info, si vous voulez la réutiliser, il faut déjà que vous sachiez qu'elle existe. Voilà. Donc réutiliser l'info, ne pas la recréer, avoir une équipe improbable. Vache, 15 minutes. Non, diantre, comme le temps passe vite. Avoir une équipe improbable. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de monter. Après, la question que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est peut-on avoir un business model circulaire et non marchand ? Je suis dans l'administration, encore une fois, j'ai rien à vendre. Donc là, je fais la promotion pour un produit que de toute façon, vous n'utiliserez pas et que personne n'achète. Donc phase suivante, c'est la phase de création. Donc là, l'objectif, c'est comprendre les besoins et rechercher les opportunités. On est vraiment au cœur de la démarche, là.
Recherche centrée utilisateur, ça, le design thinking en parlait déjà, mais on allait interroger uniquement les utilisateurs, justement. Les utilisateurs finaux, ceux dont c'est sale un peu d'aller leur parler. Là, l'objectif, c'est d'aller parler à tout le monde, y compris aux fournisseurs. Aller comprendre quelles sont leurs contraintes. Pourquoi ils font ça? C'est quoi les points de friction? Et voilà. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Le brainstorming circulaire, c'est un brainstorming classique, mais on pense circulaire. Voilà. Intégrer les mécanismes de feedback, ça c'est toujours une bonne pratique en agilité. Hein. Bon, que du coup ils le mettent explicitement dans la démarche, ça veut dire qu'ils ont intégré dans leur logique cette pratique qui vient de l'agilité. Le choix du matériau intelligent. Évidemment, c'est une étape primordiale pour un bon recyclage. Est-ce que ce matériau, c'est le bon? J'imagine qu'il y a eu une étude qui est faite. Sincèrement, moi, je serais en charge de ce projet, de ce produit. Je serais strictement incapable de savoir si c'est le bon produit, si c'est le bon matériau. Par contre, soit je fais des recherches conséquentes, ce que je peux faire dans mon domaine d'activité, qui est plutôt l'informatique, ou alors je fais appel à des experts. Mais en tout cas, évidemment, on ne peut pas bien réussir un produit si on n'a pas réfléchi à ses matériaux. C'est tout particulièrement vrai sur le développement, pour les développeurs dans la salle. Sélection de concepts. Là, du coup, dans cette méthode, vous avez un certain nombre de concepts réutilisables, implémentables, qui vous est proposé, et une démarche pour choisir celui qui est le plus adapté à votre situation. Prototypage rapide. Alors ça, je suis absolument fan. Créons des prototypes quick and dirty le plus rapidement possible. Ça coûte rien et c'est tellement important. Et je vois encore des agilistes qui hésitent à le faire. Et ça me choque profondément. Alors pourquoi ça m'intéresse? Parce que je connais un outil justement révolutionnaire pour faire du prototypage quick and dirty qui est le papier. Alors, quand je dis ça, en règle générale, ça peut surprendre quelques-uns des geeks Mais en fait, on peut tout montrer avec le papier. Donc, utilisons le papier. Mais du coup, ça pose un problème parce que du coup, le papier, réutilisabilité, machin, tout ça. Et on nous accuse beaucoup, nous, agilistes, de faire du gâchis avec les post-it, exactement. Donc ça, c'est un vrai sujet. Si quelqu'un veut le prendre, ça serait avec plaisir. Donc le choix du matériau intelligent, hein, là aussi, c'est pareil. Il faut qu'on ait un socle bâti sur quelque chose. Il faut qu'on y ait réfléchi. Voilà. Les boucles de rétroaction, c'est une évidence, mais on va les mettre en place. Et puis ensuite, on ne va pas aller interroger que les intranautes, mais on va aussi aller interroger les producteurs d'informations. La quatrième phase, c'est la phase de construction. Maintenant, on sait à peu près quel produit on veut, on sait comment on va le construire, on a montré des choses avec la phase de prototypage. Hop. Et bien maintenant, on va essayer de lancer quelque chose sur le marché. J'ai dit quelque chose, hein. Du coup, on réfléchit journey au voyage, roadmap de notre produit, d'où il vient, où est-ce qu'il va, quelles sont les étapes, comment il se recycle. Comment il se recycle? Une idée que j'apprécie tout particulièrement, et là aussi je trouve qu'on ne le fait pas assez, lancer pour apprendre. Ça, c'est plutôt une idée issue du Lean Startup. Donc on voit bien qu'ils ont piqué des idées à droite et à gauche, au design thinking, à l'agilité, au Lean Startup. Donc lancer rapidement une version pilote pour apprendre des choses. Donc ça, c'est clairement Lean Startup. C'est une excellente idée. Ça fait que 5 minutes. Il reste 10 minutes, ça fait que 5 minutes que je parlais. Ah oui. Comme quoi, le temps. Hein. Donc lançons quelque chose, histoire de voir ce que ça donne. Pour ça, les sponsors sont extrêmement frileux. Enfin, en tout cas, les miens. On ne lance qu'un produit parfait. Vous vous rendez pas compte? Qu'est-ce que vont dire nos clients finaux? Je dis, moi, je suis client final de plein de choses. Et j'aime autant voir et vous dire que c'est une connerie.
Imaginez de nouveaux partenariats. Alors ça, c'est important parce que du coup, si votre produit marche bien, vous allez essayer de voir un petit peu à côté, essayer de grappiller des parts de marché, machin, tout ça. Parce que chez nous, on a un intranet, mais on a aussi un extranet qui n'est pas du tout fait par la même équipe. Et évidemment, un site internet qui est alors, évidemment fait par une autre équipe. Donc à chaque fois, on retrouve les mêmes informations, normal, pour des clients, enfin, pardon, pour des utilisateurs différents. Mais je pense qu'il y a moyen, si notre démarche prend forme et réussit, d'aller grappiller des partenariats à côté. Créer sa narration, là aussi c'est quelque chose. Alors nous, on est extrêmement mauvais sur le storytelling, des choses comme ça. Est-ce qu'on est capable de construire une information, de créer une légende autour de ça, de créer une histoire autour de cet intranet? Bon, voilà. Aligner son organisation. Donc là, on inverse la loi de... Ah, j'ai oublié de noter le nom, c'est une grosse erreur. Conway, merci beaucoup. La loi de Conway qui dit que tout logiciel est le reflet de l'organisation de l'entreprise qu'il a créée. Si on crée un logiciel qui casse les silos, est-ce qu'on est capable de créer la réciproque de cette loi? C'est le pari de cette méthode. Bon, dans l'administration, c'est pas gagné, hein. Mais bon, ce qui n'essaye pas, enfin tout ça. Et puis, dernier point, et ça c'est complètement agile, hein, mettre en place des boucles d'apprentissage continu pour essayer de récupérer de l'information et de faire mieux la fois d'après. Donc, apprendre en continu, bah, c'est la démarche, c'est Kaizen, c'est tout ça. Donc, on est vraiment au cœur de l'agilité. C'est quelque chose que le design thinking n'a pas trop prévu, en définitive. Donc, du coup, là, c'est une vraie nouveauté par rapport à ça. Trouver de nouveaux partenaires, j'en ai parlé. Lancer pour apprendre, ça, c'est quelque chose que je vais essayer de faire, mais je sens une très grosse frilosité chez mon sponsor. Et puis aligner mon organisation, bon, on va tenter. Voilà. Mais si on ne tente pas, on ne réussit pas. Donc concrètement, que pouvons-nous expérimenter demain? Eh bien, la première chose, formons-nous justement à cette idée de circulaire. Expliquons cette logique de réutilisation de nos produits. Régénérons nos inputs. Faisons l'autopsie de nos produits. Est-ce qu'on est sûr? Est-ce que vous êtes sûr de savoir vraiment ce qu'il y a sous le capot de vos produits et à quel point c'est solide? Observons la nature. Encore une fois, je pense que c'est jamais un mauvais conseil. Puis ça fait une sortie sympa en plus. Définissons nos challenges. Construisons des équipes improbables. Je pense que ça aussi, c'est toujours un bon conseil en fait. Cherchons des opportunités circulaires, même les plus petites possibles. Et réfléchissons, parce qu'il n'y a pas que nous, mais il y a aussi des gens qui sont à la direction financière. Et du coup, le business model, c'est un truc qui devrait leur parler. Donc faisons nos recherches centrées utilisateurs. Je pense que Sabine, juste après, en parlera beaucoup mieux que moi. Mais pas seulement. N'interrogeons pas que nos utilisateurs finaux. Donc intégrons les boucles de feedback dès le début. Prenons des composants de bonne qualité. Alors ça, c'est du temps où j'étais manager IT. Je l'ai un peu dit. Prototypons quick and dirty. Ça aussi, je l'ai beaucoup dit. Auprès du temps où j'encadrais des Scrum Masters, notamment. Faites en sorte que... Bon. Lançons pour apprendre. Ça, on ne le fait pas encore. On ne le fait pas. Enfin, nous, on ne le fait pas, en tout cas. Créons notre narration. Alignons nos organisations. Et ça me paraît extrêmement important que nous essayions, nous, agilistes, parce que si nous, on ne le fait pas... Et puis apprenons en continu, et ça aussi, c'est une valeur agile. Du coup, le Circular Design Guide, ça a vraiment du sens pour moi, et j'ai envie d'expérimenter. Conclusion. Pile poil à 5 minutes avant la fin. Donc, je l'ai dit, hein, du coup, c'est 24 méthodes, c'est cohérent. Pour les plus anciens d'entre nous, c'est quand on est passé de la méthode Meurice, machin, ça c'est vraiment pour les plus anciens, hein, à UML. Donc, Meurice, c'est vraiment une méthode avec des trucs qui s'enchaînent, tandis que UML, c'est un ensemble d'outils que vous utilisez de la façon dont vous voulez, et puis que surtout, vous pouvez retravailler au fur et à mesure. Donc, on est un petit peu dans ce changement de paradigme-là, avec des éléments qui ont clairement piqué à d'autres trucs. Design thinking, évidemment, c'est eux, c'est leur bébé, donc tant qu'à faire. Hein.
Voilà, ils étaient pas loin. Le Lean Startup, évidemment. L'agilité, bien entendu. Mais ils en ont fait un cadre cohérent et plutôt complet, où tout n'est pas utilisé, mais vous pouvez faire votre marché selon vos besoins. Et ça, c'est intéressant. Un site orienté utilisateur, encore une fois, ce serait quand même malheureux, qui est sincèrement autosuffisant. Enfin, il y a tout, il y a vraiment tout là-dessus. Rien n'est imposé, tout est proposé. Par contre, il n'y a aucun bouquin et il n'y a aucune formation, à ma connaissance, qui est proposée. Donc voilà, encore une fois, le design thinking, il a fallu très longtemps pour que ça sorte. Alors s'il y a des boîtes de formation dans la salle, c'est le moment, il y a une part de marché à prendre là. Mais en tout cas, voilà, on est au balbutiement. C'est peut-être là que vous en aurez entendu parler en premier. Et d'ici une dizaine d'années, tout le monde fera du circular design, bien entendu. Donc c'est clairement une méthode pour des organisations plutôt matures en design. Si vous avez un produit à refaire, ça ne vaut pas le coup d'utiliser le circular design. Le design thinking vous suffira largement. Mais si vous voulez faire du design thinking à l'échelle, c'est là où vous avez besoin de cette méthode. Et dernier point, il y a quelqu'un qui s'appelle Richard Buchanan qui a dit que le design, globalement, a suivi quatre époques. La première époque, on parlait juste des caractères, des symboles. On disait, voilà, il faut être ergonomique. La deuxième époque, on parlait des produits. Oh, cette zapette, c'est un produit très, très réussi avec un design parfait. On a ensuite parlé de l'expérience utilisateur. Mais maintenant, on parle systémique. Et autant le design thinking était la star du niveau 3, c'est-à-dire de l'expérience utilisateur, autant si vous voulez faire de la systémique, vous avez besoin du circular design, c'est l'outil qu'il vous faut. Merci.